Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire intitulé Qualité et performance durable, ça vous parle? Le webinaire sera présenté par Yvon Mougin, consultant et formateur QSE, expert en management et auteur de nombreux ouvrages. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Yvon Mougin à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Yvon Mougin. Oui, bonjour Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Je me propose d'échanger avec vous pendant ces 20 minutes sur l'association qualité et performance et puis essayer d'expliquer en quoi la qualité devient un facteur clé de performance durable et globale. Le monde change et puis le concept de management de la qualité doit changer aussi également. Pour résumer, pour faire court, on pouvait dire que la qualité par le passé, c'était une qualité que je qualifiais de froide. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas basée sur les comportements humains, mais plutôt sur un aspect très documentaire. Effectivement, ça correspond à une époque de production en série, où on planifiait effectivement les productions et où l'essentiel des entreprises avait des pratiques standardisées, justement répétitives, et dans ces pratiques répétitives, effectivement, un des outils importants, c'est la procédure, c'est le mode opératoire. Pour fabriquer des objets tous pareils ou des services tous pareils, effectivement, il faut répéter des activités de la même manière. Donc, effectivement, cette qualité froide, c'était une qualité basée sur une documentation qui est devenue au cours du temps pléthorique, c'est-à-dire que eh bien, les mois, les années ont passé et la qualité a changé. Alors, la qualité n'a pas changé pour des raisons de mode, mais simplement parce que le monde dans lequel nous vivons a changé. J'aime bien l'acronyme VUCA, c'est un acronyme anglo-saxon qui nous dit que le monde dans lequel nous vivons est un monde volatile. Alors, la traduction des quatre mots est quasiment la même qu'en français. Donc, ce monde est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et effectivement, ce changement, il s'est fait de manière insidieuse, c'est-à-dire que petit à petit, notre environnement socio-économique s'est accéléré, la durée de vie des produits se raccourcit, l'information rentre par tous les pores de l'entreprise, les prestations qu'on propose, que ce soit objets ou services, sont de plus en plus personnalisées, des réglementations sont contraignantes, etc. Et puis aussi, on rentre dans la notion de service immatériel où le terme de conformité est difficilement applicable. Donc, effectivement, dans un monde qui change et qui change de plus en plus vite, eh bien, nos modes de management et nos modes d'organisation, et en particulier le management de la qualité, mais pas que, doit changer également. Alors, en fait, ce changement, les normes en tiennent compte et on pouvait même dire que, il y a déjà 7 ans maintenant, qu'on a eu la dernière publication des normes ISO 9001 et 9000. Alors, c'est vrai que on est nombreux à ne pas savoir que les normes 9001 s'accompagnent toujours de la norme 9000, qui est une norme sur les principes essentiels du management de la qualité et sur le vocabulaire. Et elles sont publiées concomitamment. Donc, la dernière version date de 2015, il y a déjà 7 ans. Et déjà, pour ceux qui lisaient attentivement la norme 9000, qui est donc une norme qui explique les principes du management de la qualité, on pouvait déjà effectivement détecter un certain nombre de signaux qui n'étaient pas aussi faibles que ça, mais qui montraient des prémices d'une qualité nouvelle. Donc, cette norme 9000, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle répète ce que je viens de dire, en fait. Enfin, c'est plutôt moi qui répète ce que la norme dit, parce qu'on le constate tous. Eh bien, on vit dans un contexte qui évolue de manière très, très rapide. On a affaire à une mondialisation des marchés, effectivement, et la connaissance devient une ressource, une richesse pour l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui explique que, je fais un petit saut sur l'autre norme, la 9001, on a un chapitre nouveau, un paragraphe nouveau qui s'appelle connaissance opérationnelle, organisationnelle. Donc,
cette qualité commence à évoluer aussi. Et on peut lire, par exemple, dans cette norme 9000, un élément qui est particulier, enfin un texte particulier, et qui nous dit qualité, un organisme axé sur la qualité favorise une culture se traduisant par un comportement, des attitudes, des activités et des processus qui fournissent de la valeur par la satisfaction des besoins et attentes des clients, etc. etc. Voilà. Donc, effectivement, on a déjà compris en lisant la norme 9000, qui est, je le répète, une norme sur les principes. En fait, cette norme, elle est intéressante parce qu'elle pose le cadre, elle pose le décor. Et elle essaie de faire en sorte que nos vilaines habitudes qui consistent à reprendre les référentiels de management de la qualité 9001 et à y apporter des réponses, sans trop réfléchir surtout sur la forme et pas sur le fond, la 9000 nous positionne le fond. Qu'est-ce que le nouveau management de la qualité? Eh bien, c'est un management de la qualité qui est basé sur des comportements et des valeurs. Donc, voilà, l'humain entre, les comportements humains entrent dans cette définition de la nouvelle qualité. Et la norme 9001, elle aussi, nous propose un changement, on va dire, dans cette approche qualité, un changement de concept. Et elle nous dit, cette norme 9001, qui est alors la mère de toutes les normes, parce que c'est celle qu'on connaît le plus et qui fait l'objet de certificats, je cite, simplement, je lis, l'adoption d'un système de management de la qualité relève d'une décision stratégique de l'organisme qui peut l'aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité. Donc ça, c'est une phrase qui se situe, je crois, de mémoire dans l'introduction de la norme, et c'est vrai que ce sont des parties qu'on lit rapidement ou parfois même qu'on ne lit pas, c'est dommage, parce qu'on y trouve quand même, ce ne sont pas des exigences, mais ce sont, on va dire, des orientations qui sont très fortes. Et là, si on relit effectivement cet extrait de texte, on parle d'améliorer ses performances globales. Donc, ça veut dire que le management de la qualité, ce n'est pas simplement fabriquer des produits et des services conformes aux attentes, mais c'est aider à améliorer les performances globales. Dans le mot global, il est important. Moi, j'entends, entre autres, les performances économiques. Autrement dit, la qualité va aider l'entreprise à avoir des performances économiques. Et puis, dans la dernière partie de la phrase, on explique que c'est une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité. Donc là, on est dans la durabilité. Voilà. La pérennité, c'est le souci d'une entreprise de durer, bien entendu. Donc, quand on parle de performance globale et durable, eh bien, on est en plein dans cette définition qui est dans la norme ISO, qui, je le rappelle, date de 7 ans. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé sur la tête hier matin. Alors, cette révolution, c'est quoi? Moi, ce que j'appelle, j'avais déjà fait une petite vidéo sur le sujet, on passe en fait d'une qualité froide, qui est, je le répète, une qualité essentiellement basée sur des systèmes documentaires. Hein. Rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, il y a 10 ou 15 ans encore, donc ce n'est pas très vieux, on expliquait que la qualité consistait à tout écrire, à écrire ce que l'on fait et à faire ce que l'on dit. On était dans cet esprit du passé où une entreprise était efficace quand chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Référence, définition de fonction, mode opératoire, procédure, fiche de poste, etc. etc. Et c'est vrai que ça marchait bien, parce qu'on était dans un monde stable où les choses ne bougeaient pas beaucoup. Aujourd'hui, qu'on est dans un monde qui bouge, eh bien, cette documentation a atteint ses limites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut plus écrire, bien entendu. Hein. Les procédures demeurent quand même des outils intéressants pour maîtriser une qualité. Mais aujourd'hui, on a atteint une limite de documentation qui est devenue pléthorique et qui ne nous aide plus. Je pense que tous ceux d'entre vous, toutes celles et ceux d'entre vous qui pratiquent l'audit interne constatent bien souvent que les procédures ne sont pas à jour, que les fiches de fonction ne sont pas à jour, les organigrammes ne sont pas à jour, etc. Donc, en fait, on est dans un monde un peu fou où les gens réagissent, ont déjà adopté un certain nombre de comportements et d'attitudes et qui font ce qu'il est intelligent de faire sans forcément suivre pas à pas une procédure. Mais on est quand même dans un monde un peu fou parce que le propre d'une procédure, c'est justement de nous obliger à faire quelque chose. Et si on fait différemment, il y a un risque, qualité, sécurité ou environnemental. Donc, une procédure qui n'est pas appliquée, c'est un non-sens. Donc, aujourd'hui, effectivement, la qualité, c'est une plus grande implication des personnels. Donc, c'est pour ça que j'avais utilisé ce qualificatif de qualité chaude, voilà, parce que plus humaine, on va dire. Alors,
Un autre référentiel aussi confirme cette évolution, hein, un référentiel que peu de gens lisent parce que d'abord, ce n'est pas un référentiel qui est certifiable, mais c'est un référentiel qui existe déjà depuis de très nombreuses années. L'ISO 9004 a toujours été considéré comme comment dire, un référentiel de qualité totale. C'est un petit peu un mot désuet aujourd'hui, mais qu'on utilisait par le passé. En fait, ISO 9001, c'était des exigences qui permettaient de viser à satisfaire le client, et la norme 9004, qualité totale, c'était un ensemble de lignes directrices qui permettaient de satisfaire l'ensemble des parties intéressées. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait qualité totale. Aujourd'hui, la 9001 grignote un peu sur la 9004 parce que la notion de partie intéressée intervient. Vous voyez, peut-être que dans 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, je ne sais pas, ce sera la norme 9004 qui sera la norme de certification des entreprises. Mais, alors, pourquoi j'aime bien cette norme-là? Parce que j'ai travaillé un petit peu dessus et je l'ai découverte, date de 2018, enfin, la dernière version date de 2018, donc vous voyez, c'est quand même assez récent, 3 ans, 4 ans bientôt, enfin 4 ans cette année, pardon. Et simplement, le titre déjà m'a interpellé. Donc, on parle de management de la qualité, mais on parle de qualité d'un organisme. Et c'est ça qui était une première nouveauté, c'est qu'on ne parle plus, enfin, on en parle encore, c'est sous-entendu, et c'est la conséquence, mais on ne parle plus directement de qualité des produits et des services, mais de qualité d'un organisme. Et puis, la dernière partie du titre est aussi étonnante, c'est ligne directrice pour obtenir des performances durables. Donc là, effectivement, on peut constater qu'un organisme qui comment dire, produit des produits ou des services de qualité aujourd'hui, peut-être sera mort dans 5 ans ou dans 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse pour que on soit capable, qu'un organisme soit capable de produire en permanence et durablement des produits et des services qui répondent aux attentes évolutives des clients et des marchés. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire dans le temps. Avant, effectivement, quand on avait des politiques qualité, c'était des politiques à 1 an, par exemple. Et là, il va falloir qu'on s'inscrive effectivement dans une notion stratégique, c'est-à-dire qu'on puisse réfléchir à continuer à fabriquer des produits et des services qui répondent à des attentes qui évoluent elles-mêmes. Alors, ça veut dire que ce référentiel, il n'est pas certifiable, bien entendu, mais comment dire, il est dans la continuité de comment dire, ces prémices hein, que j'évoquais tout à l'heure avec la 9000 et la 9001. Et c'est vrai que ça nous permet de penser que cette évolution de la qualité, elle est irréversible. C'est une qualité vraiment qui s'appuie sur l'humain. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette norme 9004? Effectivement, elle nous dit qu'un organisme est défini par son identité et son contexte. L'identité d'un organisme est déterminée par ses caractéristiques fondées sur sa mission, sa vision, ses valeurs et sa culture. Vous voyez que, en fait, les mots utilisés sont des mots qui sont très forts et qui ne sont pas, hormis celui que je citais sur la culture, le mot qui est cité dans la 9001, ou sur la 9000, pardon, mais aujourd'hui, on ajoute des couches. Hein, on parle d'identité d'un organisme, c'est-à-dire que quelle est ma raison d'être sociétale, en quoi j'apporte quelque chose d'intéressant dans les marchés et à mes clients. Et pour ça, il faut définir effectivement sa mission, sa raison d'être. J'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. Aussi sa vision. Qu'est-ce que je vais être dans 5 ans, dans 10 ans? Et puis mettre en place effectivement un certain nombre de valeurs et de cultures. Alors, pour éviter d'oublier, quand on parle de mission, c'est de finalité, hein, de raison d'être. Moi, j'avais lu un bouquin il y a très très longtemps et j'ai oublié l'auteur, c'est hélas parce que j'avais beaucoup aimé, mais bon, je retrouverai un peu plus tard, où j'avais retenu une phrase qui expliquait que dans une approche systémique des organisations, la finalité est un attracteur de comportement. Autrement dit, dans un organisme où effectivement, comment dire, il est impossible de tout écrire, c'est-à-dire qu'on est dans un organisme qui fonctionne avec beaucoup moins de documentation, eh bien, comment est-ce qu'on peut canaliser, on va dire, les énergies, comment est-ce qu'on peut canaliser des initiatives et la liberté de fonctionner qui est de fait de l'absence de ces procédures, eh bien, en définissant correctement une mission et une raison d'être. C'est un attracteur de comportement. Il ne faut pas que dans un espace qui est beaucoup plus libre qu'avant, donc qui est moins documenté, où les gens ont beaucoup plus d'espace de liberté, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien entendu. Et c'est la mission, les valeurs et la culture qui vont servir, on va dire, de procédure générique, hein, si je peux m'exprimer ainsi,
de procédure globale. Et ça va nous éviter d'écrire effectivement ce que chacun doit faire parce qu'on laisse à chacun effectivement la capacité de s'adapter et de réagir à des impondérables, à des imprévus, à des demandes particulières, etc. etc. Donc, pour rentrer un petit peu dans cette notion de mission et de raison d'être, c'est important. Je prends souvent l'objet, par exemple, une activité qui est une construction de maison. Si c'est un métier, donc ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une mission, ce n'est pas une raison d'être. La raison d'être, ça dépend quel genre de maison, de construction vous fabriquez. Si vous fabriquez, je ne sais pas, des appartements ou des immeubles dans un quartier relativement riche d'une région, peu importe, eh bien, les gens à qui sont destinés les clients de ces appartements ou de ces maisons sont des gens aisés et de ce fait-là, on n'a pas besoin d'avoir des ressources à caractère social, par exemple. En revanche, si votre métier, c'est de construire des immeubles, donc le même métier, mais à destination de clients moins fortunés ou peut-être avec des problèmes financiers, eh bien, dans ce cas-là, genre bailleur social, bien entendu, dans ce cas-là, vous aurez dans les processus, dans les ressources que vous devez utiliser et qui sont justifiées, peut-être des ressources sociales, c'est-à-dire des gens, des personnes qui aideront les clients à surmonter des difficultés de paiement de loyer. Parce qu'on sait très bien que si on ne paye pas pendant quelques mois, après, on rentre dans une spirale infernale, etc. Donc, effectivement, vous voyez que la mission, la raison d'être, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que chaque entreprise, et puis dans chaque entreprise ensuite, chaque processus, chaque composante, puisse identifier sa raison d'être de manière à contribuer à la raison d'être, à la mission de l'organisme complet. Alors, quelques finalités. Par exemple, moi, j'ai travaillé il y a 10 ans à peu près, je suis mécanicien de formation, mais il y a une dizaine d'années, par le hasard des affaires, on va dire, j'ai travaillé avec des maisons de retraite, donc des établissements médico-sociaux. Et j'ai eu un choc culturel et j'ai découvert, et ça m'a beaucoup enrichi, j'ai découvert qu'effectivement, il y a certaines valeurs, certains comportements qu'on ne peut pas procédurer. On ne peut pas, dans une maison de retraite, la culture des maisons de retraite, c'est une culture de la bien-traitance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit bien traitant avec les personnes âgées, de manière à ce qu'ils puissent avoir une fin de vie bien sympathique et heureuse, dans la mesure du possible. Donc, il n'y a pas de procédures qui peuvent expliquer ou qui peuvent obliger à être gentil, à être poli, à être empathique. Ça n'existe pas. Et dans ces maisons de retraite, qui sont aujourd'hui qui défraie un peu l'actualité, eh bien, effectivement, c'est le comportement des gens, quand ils ont les moyens, bien entendu, quand il n'y a pas de maltraitance institutionnelle, mais quand ils ont les moyens, effectivement, eh bien, ce ne sont pas des procédures qui vont les obliger, ce sont plutôt une culture de la bientraitance qui va orienter les activités et les comportements des gens. Donc, quelques exemples, c'est quoi la finalité d'une maison de retraite? Vous voyez, quand on écrit ça, garantir aux résidents, donc aux personnes âgées, un cadre de vie fait de soins personnalisé, de bien-être, de confort et de convivialité, eh bien, convivialité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bonne ambiance, quoi, et qu'on fasse pas la gueule, et quand on est en face d'une personne âgée, on puisse papoter un peu avec elle, parce que qu'est-ce qu'attendent les gens qui sont âgés? C'est essentiellement de la communication. Ben, comme nous, je veux dire, quand on est dans la vie de tous les jours, ben, on rencontre plein de gens. Quand on est dans une maison de retraite, hormis les soignants, et puis ils ne sont pas à disposition 24 heures sur 24 pour une même personne, eh bien, il faut qu'on passe le temps qui leur est accordé, au moins à papoter un petit peu, voilà, la pluie et du beau temps, comme on le fait naturellement. Le confort, effectivement, bien sûr, le bien-être, eh bien, assurer des repas qui soient corrects, qui soient même bons, voilà. Donc, vous voyez, on n'a plus besoin de procédure quand ces finalités, alors bien entendu, ça demande un gros travail d'explication, ça demande un gros travail de partage, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, mais d'accord sur une logique, bien sûr, mais ça demande quand même beaucoup de boulot, d'apprentissage et puis de conviction, pour que chacun, effectivement, soit au fait de sa finalité et puisse la mettre en œuvre. Donc, les transports urbains, une autre expérience aussi, effectivement, c'était assurer le transport de personnes. Mais ça, c'est un métier. Mais la finalité, c'est avec un certain nombre de critères qui correspondent à des attentes des clients. Bien entendu, le transport doit se faire de manière confortable, de manière sécuritaire et ponctuellement. Il ne s'agit pas d'arriver en retard chaque fois qu'on prend un bus, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, cette notion de finalité, elle doit être définie pour l'organisme, pour l'entreprise, mais aussi déployée après dans chaque processus pour
que chaque processus puisse aussi définir sa contribution à cette finalité globale. En quoi, moi, processus, je contribue à assurer le transport de personnes dans le confort, sécurité, ponctualité. En quoi, moi, fonction d'une maison de retraite, je contribue à assurer la convivialité, par exemple, avec de l'animation, etc., avec des sorties, avec des jeux. Donc, ça, c'est la finalité. Alors, en fait, vous voyez que cette notion de performance durable, elle s'appuie en fait sur deux éléments basiques et importants, qui sont la stratégie. Donc, ça veut dire qu'il faut une orientation client forte, il faut de l'innovation, il faut de l'agilité, il faut essayer d'écouter, de s'adapter effectivement aux évolutions de notre environnement socio-économique. Et puis, effectivement, elle s'appuie sur une culture d'entreprise. Alors, cette culture d'entreprise, en fait, alors, on en parle beaucoup là aussi, c'est un mot qui est un petit peu creux, qui est un petit peu bidon, parce que plein de gens établissent des chartes qu'on affiche un peu partout. Une culture, c'est pas facile à instaurer, parce que c'est comme si un Français va s'établir en Chine ou au Japon, la culture, il va pas l'avoir simplement en lisant quelques textes des modes de fonctionnement des modes de vie des Japonais ou des Chinois. Il va falloir qu'ils passent des années pour acquérir cette culture. En entreprise, c'est pareil. Quand on va décider de mettre en place une culture ou si elle n'existe pas, qu'on va essayer d'en instaurer une, sur le respect, l'honnêteté, ça ne se fera pas en claquant dans les doigts, ça demande énormément de boulot. Donc, ça veut dire qu'il faut être aussi attentif à cette notion de culture et au type de culture qu'on va mettre et quels éléments feront partie de cette culture de base. Alors, quand on parle de stratégie, effectivement, ça sous-entend que, eh bien, on ait déjà une vision à 5 ans ou à 10 ans sur essentiellement des résultats, parce qu'une stratégie, si je prends souvent l'exemple de deux boulangers qui sont voisins, il y en a un qui, dans 5 ans, veut garder son même chiffre d'affaires, et l'autre à côté qui veut doubler son chiffre d'affaires et doubler sa marge, eh bien, c'est bien entendu qu'ils ne feront pas les mêmes efforts. Celui qui veut doubler va être obligé de faire des efforts supplémentaires, etc., pour atteindre cette vision. Et puis derrière, effectivement, une vision se traduit toujours par identifier les produits, les marchés qui sont potentiellement porteurs d'avenir, potentiellement porteurs de développement. Une fois qu'on aura identifié ces produits ou ces marchés, eh bien, on va avoir des qualités, des politiques qualité ou des politiques d'innovation ou de réactivité. Si je prends l'exemple d'une politique qualité, effectivement, il va falloir expliquer sur les produits qui sont porteurs de développement, quelles sont les caractéristiques qu'on va développer, c'est-à-dire, soit on suppose attendu par les clients, soit qu'on va définir nous-mêmes pour les surprendre. Mais dans tous les cas, il va falloir faire des choix. Une politique, c'est toujours faire un choix, c'est faire des orientations, c'est se focaliser sur un certain nombre d'éléments. Et en l'occurrence, sur tel type de produit, on va par exemple je sais pas, augmenter la durabilité avec des objectifs de 10%, 15%, etc. Ou la fiabilité. Voilà. Donc ça, on est effectivement, la performance durable nécessite d'avoir dans une entreprise une stratégie et qui se déploie sur des produits particuliers ou des services particuliers qui sont porteurs de sens. Et puis derrière, effectivement, cette notion de culture d'entreprise. Alors, je vais pas parler trop longtemps de la culture d'entreprise, c'est un sujet qui est vaste, mais simplement pour expliquer que, en ce qui me concerne, je pense qu'une des cultures, non pas la plus facile, mais peut-être la moins ardue à mettre en place et qui est, comment dire, un facteur clé de succès aussi pour l'agilité et l'efficience, c'est la culture du client interne. D'ailleurs, c'est un mot qui apparaît dans la norme 9001. Il n'est pas dans l'exigence, mais on parle de clients et de fournisseurs internes. Et je pense que si on arrive à instaurer, à force d'apprentissage et de sensibilisation, cette notion, moi je parle de l'amour du client interne, c'est-à-dire que quand on travaille quelque part, quel que soit son poste, le résultat de son travail va être utilisé par un autre collègue, d'un autre service, d'un autre processus, ou par un client ou par un prestataire extérieur, mais essentiellement, la plupart du temps, par un autre collègue. Eh bien, ce collègue, c'est un client. Une démarche qualité interne, on connaît la démarche qualité, on sait la pratiquer avec des clients externes, c'est les écouter et c'est les satisfaire. Eh bien, en interne, c'est pareil. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une culture du chacun pour soi, j'ai fait mon boulot, eh bien, il faut instaurer cette culture de je vais aider les autres à être plus performants. C'est-à-dire la performance, ce n'est pas sur mon poste, c'est la performance que je vais pouvoir générer sur tous ceux qui utilisent le résultat de mes activités, qui utilisent les produits que je fais, les ébauches, les informations que je donne, etc. Voilà. Et je pense que c'est ça, effectivement, la clé,
une culture qu'on peut instaurer et qui sera génératrice de performance durable. Alors, et ce sera le dernier mot, effectivement, cette notion de performance globale et durable, c'est vraiment un changement radical dans nos modes d'organisation. C'est-à-dire que cette adaptabilité qu'on souhaite, c'est-à-dire une entreprise, comme un être vivant, doit s'adapter en permanence aux évolutions, aux stimuli de son environnement. Et pour qu'elle soit adaptable, il ne faut pas qu'elle soit rigide, pardon. Et notre histoire du management, c'est l'histoire de la rigidité. Ce sont des organigrammes qui ne bougent pas, etc., qu'on répète. Et là, effectivement, il faut ouvrir, et cette approche système et l'approche processus des organisations est vraiment une solution à envisager, à condition que ça ne reste pas simplement sur des jolis dessins de cartographie ou des matrices de relations, mais qu'on arrive effectivement à avoir des interactions entre les individus. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre écoute. J'ai mis 5 minutes de plus. Excuse-moi, Nicolas. C'est pas grave, Yvan. C'était très intéressant. Merci d'ailleurs pour cette présentation riche en enseignements. Effectivement, on a reçu des questions pendant ta présentation. Je vais sans prendre un instant en formuler quelques-unes. Mais vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Yvon y répondra avec plaisir. Alors, première question, doit-on faire de la qualité pour la qualité ou faire de la qualité par de la qualité? Oula, il y a un piège sémantique. On doit faire de la qualité pour les clients. On doit faire de la qualité pour que les clients soient contents. Moi, j'aime bien une phrase d'un de mes gourous qui est Jean-François Zobrist, qui est le patron, enfin l'ex-patron de Favi en Normandie, qui a été un des premiers à libérer son entreprise. Il dit une entreprise, elle est faite pour aimer ses clients et leur donner toujours plus, toujours mieux et toujours moins cher. Et effectivement, la qualité, elle est au service de cette finalité-là. D'accord. Alors, une autre question. Bonjour, existe-t-il des MOOC pour aller plus loin? Quelle certification recommanderiez-vous pour une chargée de mission qualité? Bon, ben, la certification ISO, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est basique. Et si on l'apprend de manière intelligente, alors je vais quand même faire preuve un petit peu je ne vais pas faire preuve de forfanterie, mais c'est vrai qu'il faut travailler sur l'esprit. C'est-à-dire qu'une certification, enfin une démarche qualité certifiée, elle n'est pas faite pour l'auditeur, elle est faite pour les clients. Donc, ça veut dire que toutes les dispositions qu'on met en place doivent être utiles pour les clients. Et c'est possible. Voilà, bon, j'ai un petit peu d'expérience dans le sujet et c'est ce que j'essaie de faire. Je n'impose jamais quelque chose qui ne soit pas logique et pour l'entreprise qui entreprend cette démarche, qui soit dénuée de bon sens. Voilà. Donc, ça veut dire que toute activité, toute disposition doit profiter aux clients. Je reviens sur simplement cette définition de la norme 9000. On parle qu'ils fournissent de la valeur aux clients. Voilà, donc cette notion de valeur ajoutée au client, elle est importante et on l'oublie. Mais le client, je ne sais pas, par exemple, si j'achète un bouquin à 15 € sur un site de vente en ligne et qu'on me facture derrière 5 € de plus, les 5 € de plus, c'est un coût, mais ils n'apportent aucune valeur. Ils n'enrichissent pas le bouquin. Mais en revanche, je vais payer 5 € de plus. Donc, l'idée, c'est également de se dire quelles sont les dispositions qu'on va mettre en place et en quoi ces dispositions qualité, ISO, apportent de la valeur au client, donc apportent un plus au client. Et il y a des trucs qui n'apportent rien. Hein, enfin, bon, on a tous vécu ça, effectivement. Combien de fois j'entendais des consultants ou des auditeurs dire pourquoi vous faites ça. La question posée, pourquoi on doit faire cela, c'est pour la norme. Ben non, ça, c'est une réponse totalement idiote. Et on doit répondre, c'est pour que le client puisse avoir ceci ou cela de plus. Mais je Alors, garde 9001. Voilà, ça, c'est ma préférée. merci Yvon. Une autre question. Alors, c'est une réflexion avec une question à la clé. Alors, c'est par expérience, je sais que le management de qualité s'étouffe. Quelles sont les clés pour maintenir l'implication des collaborateurs? Avec une petite précision, je précise que je ne travaillais pas dans une entreprise à mission et qui n'avait pas défini sa raison d'être. Oui, il suffit pas. Il n'y a pas que les entreprises à mission qui doivent définir leur raison d'être. Hein. On a tous des raisons d'être. Et je répète, cette raison d'être, elle sert simplement à orienter les comportements et les attitudes, c'est-à-dire à donner un peu plus de liberté aux personnes sans qu'ils prennent des initiatives un peu à la noix. Euh, donc, je pense que le rôle aujourd'hui d'un responsable qualité, enfin, je le dis depuis déjà très longtemps, c'est pas de faire, c'est de faire faire. Or, la plupart du temps, les responsables QSE ont encore les mains dans le cambouis, si vous voulez.
C'est-à-dire que ce sont eux qui gèrent souvent la documentation encore, ce sont eux qui gèrent les actions d'amélioration ou qui en assurent le suivi, etc. Ce sont eux qui organisent les audits internes, ce sont eux qui suivent les réclamations, qui écoutent les clients et qui évaluent leur satisfaction. Ce n'est pas leur boulot. Leur boulot, et quand on parle, et là encore, il y a des choses qui sont importantes dans la 9001, c'est on parle d'intégration de la qualité dans les métiers, dans la stratégie. Je crois que c'est dans le paragraphe leadership. Eh bien, le rôle d'un responsable qualité, je répète, c'est pas de faire, c'est de faire en sorte. C'est compliqué parce que c'est un métier de communicant, c'est un métier d'animateur, mais faire en sorte que les pilotes de processus ou les chefs de service, peu importe, enfin, ceux qui sont responsables d'activité, intègrent eux-mêmes tous ces outils nouveaux sur l'amélioration continue, sur la prise d'opportunités, sur la gestion des risques, sur le PDCA. Combien de processus appliquent régulièrement le PDCA? Donc ça, c'est un boulot d'enfer, mais c'est le seul travail, à mon avis, du responsable QSE qui est de faire en sorte que cette qualité soit intégrée. C'est-à-dire que tous les acteurs s'approprient ces outils et que ce ne soit pas l'apanage du responsable. Très bien. Alors, d'ailleurs, on a une petite intervention en direct. C'est effectivement, bonjour, je viens de me reconnaître dans cette description de fonction. Voilà. C'est pour dire que ça parle réellement. Une autre question, donc, quelle est la structure organisationnelle adaptée au déploiement du management de la qualité? Alors, déjà, je sais pas si j'avais bien répondre, mais déjà, dans cette approche processus qu'on a tous mis en place parce que c'est une exigence, avec plus ou moins de bonheur, il ne faut pas qu'on mette en place des processus, il ne faut pas qu'il existe des processus qualité, ni les processus d'ailleurs santé et sécurité, ni des processus management environnemental. Ces processus, d'ailleurs, comme leur nom l'indique, management de la qualité, management de la santé et la sécurité, elles doivent faire partie du processus de pilotage, donc du processus de management, de manière à ce que, déjà symboliquement, alors ça ne change pas le travail des acteurs, mais symboliquement, on n'a pas un endroit où on fait de la qualité. La qualité, elle doit être intégrée partout. Donc, il ne doit pas y avoir ni de service qualité, ni de processus qualité, etc. Donc, tout ça intégré dans le management, avec bien sûr des petites sous-composantes. Et effectivement, l'idée, c'est de n'avoir aucune responsabilité organisationnelle. Un responsable qualité QSE ne doit pas exercer de responsabilité opérationnelle. C'est un petit peu redondant avec ce que je viens de dire précédemment. C'est quelqu'un, à une époque, quand on cherchait des équivalents, parce que le mot de responsable qualité, il est affreux, quoi, justement. On n'est pas responsable de la qualité. Donc, il y a beaucoup de chargés de mission qualité, c'est déjà plus sympa, d'animateurs qualité, c'est déjà plus sympa. Moi, il y a un qualificatif que j'aimais bien, c'était fouteur de qualité. Voilà. Donc, ça illustrait bien le rôle des responsables QSE qui était de faire en sorte que la qualité soit partout, mais déjà, enfin, pas chez eux, pas que chez eux. Voilà. Merci Yvon pour ces réponses précises. Alors malheureusement, effectivement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. On serait bien resté effectivement ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie encore Yvon Mougin pour sa présentation et à bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. Merci de votre écoute et à bientôt aussi.